Alors, vous me mettez à quel endroit? Où vous voulez, c'était le premier à commencer, Ok. comme je vous l'avais dit, D'accord. sur l'étude. Voilà l'objet qui va vous permettre de faire avancer Oui, vos vous me slides. mettre la première diapo et après je peux... C'est-à-dire qu'on vous filme, on vous voit à l'écran, parce qu'après il y aura, ça sera diffusé sur le site. D'accord. Donc ça permet de voir tout de suite la personne qui va parler. Alors c'est donc Laurent Jean-Paul avec le Remport de Bordeaux, je suis en train de chanter Bertrand Wall. On s'installe comment? Comme vous voulez. Comme les slides sont projetés là, vous pouvez rester assis. Mais si vous voulez aller au Bonjour. Avec le Remport de Bordeaux. Stéphane Vialet, Société Air Liquide. Bonjour. Madame. Enchantée, Marie Godard-Piton. Bonjour, avec le Remport de Bordeaux. Marie Godard-Piton, j'ai dit ça. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment vous souhaitez qu'on s'installe? Ah, souvent on attend. Attendez, on va monter celui-là. Ah bah oui. Je vais laisser le mien. Il y en a un. Il y en a un. Donc, vous souhaitez qu'on s'installe dans l'ordre de passage? Non, comme vous voulez. Quel est l'ordre de passage d'ailleurs? Alors, c'est M. Watt qui commence. Ensuite, nous irons à Bordeaux avec vous. Et je crois que Air Liquide, vous êtes en 3 et vous êtes en 4. Alors, je vais me mettre en 3. Je vais me mettre là. Je vais mettre dans l'ordre de passage. Si vous y tenez. Vous l'avez pensé très fort, mais Ça, c'est vous entendu. n'osiez pas le dire. Mais on Voilà. pourrait laisser madame... Donc vous avez des verres. Alors celui non, mais moi je. Alors celui a été. Ah, c'est vous qui l'avez utilisé. Ah bon, parce que j'avais enlevé. à côté. Non, mais je l'avais enlevé de la table précédente, mais je l'avais pas vu. Donc n'hésitez pas. Ah oui, donc on va expliquer. Vous voulez Côte-côte, comment? Oui, c'est mieux. C'est mieux, ouais. mieux, de quoi? Qu'ils soient tous les deux côte à côte parce qu'ils ont une présentation Ah bah oui, conjointe. oui, pas de problème. Bah, je vais me mettre au bout. Oui, voilà, très bien. Au bout. Je prends un micro. Je prends la télécommande. Je vous redonne un micro. Ça marche. Bien. Oui. Non, non, c'est pas grave. Bien, nous allons reprendre nos travaux après cette pause de 30 minutes. Nous poursuivons donc avec l'hydrogène pour une nécessaire mutation de l'industrie, puisque, comme vous le savez, le plan du gouvernement est bien de décarboner l'industrie et principalement le raffinage et la chimie. Et nous allons commencer avec vous, Bertrand Wall. Vous êtes président du comité énergie et climat de France Chimie. Nous allons vous entendre. Je présente les interlocuteurs qui vont ensuite se succéder. Marie Godard-Piton, directrice performance investissement de Vicat. Jean-Frédéric Laurent, directeur général du port de Bordeaux. Stéphane Vialet, qui est ici, donc directeur projet transition énergétique Europe du Sud-Ouest pour Air Liquide. Et une présentation à deux voix avec vous, Pierre de Raffelis, 60, directeur business développement de Dynamics, et Wilfried Debu, membre du comité exécutif de Domo Chemicals. Et nous vous entendrons tout à l'heure. Eh bien, vous intervenez là. Je vous laisse tout de suite la place, Bertrand Wall, donc, puisque nous allons parler de la chimie et vous allez nous présenter cette étude de réduction sur la réduction des gaz à effet de serre. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour à tous. Moi, je travaille chez Borealis. On fabrique des fertilisants. Donc, on utilise l'hydrogène comme matière première. Et j'anime aussi au niveau de France Chimie le comité énergie-climat. Et dans ce cadre-là, nous avons, sous la demande de la DGEC, essayé de construire une feuille de route sur la décarbonation.
Donc, je vais faire avancer normalement. Hop. Voilà. Donc, la chimie en France, c'est un secteur très important. C'est le premier secteur exportateur entre l'aéronautique et la chimie. Mais là, je pense qu'on a repris la main sur l'exportation. C'est un tissu industriel avec des grosses entreprises, mais aussi des moyennes et des PME. Et donc, on est très engagé dans la recherche et développement pour toujours s'améliorer. Et on a... en fait, on est gros consommateurs d'énergie parce qu'on utilise l'énergie à la fois comme matière première, mais aussi pour nos réactions chimiques. On est gros consommateurs de vapeur parce que souvent dans les réactions, il faut les chauffer, sécher, déshydrater. Donc ça, c'est un point clé. Mais aussi, on est capable d'apporter pas mal de solutions dans la transition énergétique pour réduire les consommations, alléger par exemple les véhicules et apporter des solutions sur soit des catalyseurs pour améliorer les réactions chimiques, et ça c'est un point important, purifier les composés et aussi améliorer l'isolation. On est, comme on l'a dit, un secteur exportateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit très compétitif puisque on a en face de nous les États-Unis, où on a des prix d'énergie qui sont beaucoup plus faibles. J'ai quelques chiffres à vous proposer tout à l'heure. Et on a aussi d'autres acteurs comme la Chine, où on est en compétition. En Europe aussi, on a des échanges entre nous. C'est pour ça qu'on regarde la compétitivité France-Allemagne, puisqu'on a beaucoup d'échanges de produits en interne de l'Europe. L'autre enjeu aussi, comme on est gros consommateur d'énergie, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors pour cela, on a déjà fait pas mal de chemin. On a réduit déjà de 63% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 en 2019. Alors pour ça, on a 3 leviers. Le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. Et dans ce cadre-là, nous avons depuis longtemps, comme l'énergie coûte cher dans notre prix de revient, travaillé sur la performance énergétique. De nombreux sites sont ISO 50001. Et je fais un peu de publicité parce que je suis aussi animateur de la commission management de l'énergie à l'AFNOR. Et dans ce cadre-là, je travaille sur l'ISO 50001 et d'autres standards pour améliorer la performance énergétique. Et vous pouvez rejoindre aussi ce groupe de travail qui, aujourd'hui, va axer ses travaux sur la transition énergétique nécessaire et vu la complexité du sujet. Je referme la parenthèse. On a substitué aussi d'énergie qui est très carbonée vers de l'énergie moins carbonée. On utilise beaucoup le gaz naturel. Ce qu'il faut savoir, en Chine, on est encore sur pas mal de procédés sur base charbon, c'est-à-dire on fabrique de l'ammoniac à partir de charbon, comme on a pu le faire il y a 50, 60 ans chez nous. Et donc ça émet 2,5 fois plus de CO2 qu'à partir du gaz naturel. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre gaz à effet de serre qui est extrêmement puissant, c'est le protoxyde d'azote. En fait, c'est une réaction parasite que nous avons quand on produit de l'acide nitrique. Et on a mis au point depuis 2007-2008 un catalyseur pour détruire le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre environ 265 fois plus puissant que le CO2. Et donc, nous avons abattu 90%. On va encore travailler pour aller jusqu'à 99%. Ça, c'est un élément clé. On a ça dans l'acide nitrique, aussi dans la production d'acrylonitrile et tout ça. Donc on a en France encore quelques émissions résiduelles qu'on va pouvoir abattre. Ça fera partie de notre feuille de route. On est aujourd'hui à 22 millions de tonnes. Pour une émission française, on va dire autour de 440 millions de tonnes de CO2. Alors, on a prévu une première trajectoire pour baisser en 2030 à moins 26%. Et un des éléments clés, comme les 2/3 des émissions de CO2, c'est la chaleur, c'est travailler sur la biomasse. Donc ça, c'est intégré. Et pour aller plus loin, à moins 36%, ça c'est la demande au niveau du gouvernement pour la
stratégie nationale bas carbone. Et il y a l'utilisation de l'hydrogène comme matière première. Donc là, deux pistes possibles. La capture et le stockage du CO2, c'est ce qu'on travaille sur l'axe Seine actuellement avec nos partenaires Yara, Total, Air Liquide, Exxon. Et l'autre point, c'est de développer la production d'hydrogène par électrolyse. Et donc ça, c'est un élément qui va prendre de plus en plus d'ampleur. D'autant plus qu'actuellement, on est en pleine révision des directives européennes, notamment sur ce qu'on appelle la RED 3, la directive énergie renouvelable, où là, on a des objectifs qui vont entre 50 voire 75%, parce qu'actuellement, on est en pleine discussion entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Donc, et il y a différents objectifs qui évoluent. Elles évoluent d'autant plus que dans le cadre, suite à la guerre en Ukraine, il y a l'objectif de réduire la dépendance avec le gaz russe. Et donc la Commission a proposé un plan, ce qu'on appelle le Repower EU, qui va permettre de se désengager du gaz russe en développant massivement l'hydrogène. Avec un premier objectif qu'on avait de 10 millions de tonnes, on est passé à 20 millions de tonnes. Donc les utilisateurs, on va dire, d'hydrogène comme matière première, c'est le cas des fertilisants ou des SMR pour le raffinage, vont devoir aller rapidement dans le futur vers la production d'hydrogène par électrolyse. Mais pour ça, il faut de l'électricité bas carbone en quantité très importante ou renouvelable. Et donc ça, c'est et à un prix compétitif, merci, parce qu'on est exposé effectivement au marché international. Et il faut savoir qu'en face de nous, je pense qu'on aura du développement de l'ammoniac, parce que par exemple, si le Chili veut développer de l'hydrogène renouvelable, il va falloir le transporter. Et un bon vecteur, c'est la production d'ammoniac pour le transporter. Et donc là, c'est un point clé. Si on veut garder notre industrie en France, il faut aussi se battre pour avoir de l'énergie très compétitive. Ça, c'est un élément clé. L'autre point que je n'ai pas mis sur ma présentation, c'est, et ça je le répète systématiquement maintenant, c'est d'avoir les compétences, les entreprises pour construire. Et je sais que Régis a un atelier cet après-midi, c'est vraiment important qu'on ait les compétences, qu'on attire les jeunes dans l'industrie, parce qu'on voit un peu une vague de désintérêt des jeunes vers l'industrie, et il faut reprendre la main. Et je pense que la décarbonation, c'est un bon outil pour montrer qu'on peut faire des choses. Il ne faut pas baisser les bras et puis on peut avancer. Et il y a plein de projets. On va renouveler complètement le modèle économique. Et le troisième point qui est important aussi, c'est de développer des écosystèmes. On voit bien ici, et là on a une chance en Normandie, avec l'axe Seine, entre Paris, Rouen, Notre-Dame-de-Corvenchon et Le Havre, on a une dorsale, enfin une colonne vertébrale avec un repas qui va permettre de structurer la décarbonation. Puisque, en fait, Borealis tout seul ne va pas pouvoir atteindre les objectifs européens de décarbonation. Il va falloir qu'on s'associe avec d'autres, qu'on échange par exemple de la chaleur fatale que l'on a avec d'autres industriels. C'est un peu qu'on a commencé à faire avec Normandie Énergie et avec Upside. Et donc ça, c'est très important d'ouvrir en fait nos murs pour intégrer d'autres partenaires. Il n'y a pas que des fournisseurs d'énergie, il va falloir qu'on travaille à plusieurs. Ça, c'est une nouvelle façon de travailler et c'est très important. Il va falloir qu'on apprenne aussi à travailler tous ensemble avec tout ce qui est aspect juridique, quelle formule, consortium, association, voilà. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Voilà, si vous avez des questions, c'est peut-être après ou... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Bertrand Wall. Bonjour mesdames et messieurs, j'ai le plaisir effectivement de vous présenter aujourd'hui pas seulement le projet Normandie, mais aussi la feuille de route d'Air Liquide sur le territoire normand pour la décarbonation de l'industrie, qui comprend notamment ce projet d'électrolyseur en Normandie. Donc, voilà, non, pardon, retour, voilà.
Donc, on voit sur cette planche, en fait, que Air Liquide aborde le thème de la décarbonation sous plusieurs aspects. Premièrement, la société elle-même a pris des engagements climat assez importants, assez forts, avec une ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050, mais je dirais ça, c'est une ambition qui est partagée par beaucoup de sociétés et beaucoup de pays, y compris l'Union européenne. Mais par contre, une étape intermédiaire en 2035 où la société souhaite réduire ses émissions directes et indirectes, donc scope 1 et 2, de moins un tiers, moins 33%. La société aujourd'hui émet à peu près pas loin de 40 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça veut dire à l'horizon 2035, donc finalement c'est dans 15 ans, donc c'est dans pas si longtemps que ça, de peu près 13 à 14 millions de tonnes, donc c'est très important. Pour faire un parallèle avec les émissions du bassin normand, donc entre Rouen, Notre-Dame de Gravenchon et Le Havre, on se situe à environ 8 millions de tonnes. Donc vous voyez, c'est très, très considérable. Les émissions du groupe Air Liquide en Normandie représentent à peu près 1 million de tonnes de CO2. Donc on a cette ambition de réduire drastiquement nos émissions très rapidement avec un début d'inflexion à partir de 2025. C'est-à-dire comme beaucoup de sociétés dans la chimie, comme a pu le citer Bertrand tout à l'heure, la croissance de ces sociétés est très liée à l'énergie, à la transformation de l'énergie, et donc c'est une croissance carbonée. Et du coup, il faut arriver à inventer une nouvelle croissance, une croissance décarbonée, continuer à faire du business, à croître, mais en réduisant les émissions de CO2 et les nouveaux projets doivent être à zéro carbone ou moins de carbone. Du coup, on s'inscrit vraiment dans cette transition dans les 15 prochaines années. Et la société Air Liquide investit à long terme. Donc, quand on parle d'un projet, on se projette à 20 ans, 30 ans, même plus que ça. Donc, Air Liquide est présent, par exemple, au Havre depuis une cinquantaine d'années. Et on pense y rester encore de pas mal d'années. Donc voilà. Donc ces projets. Donc là, on a une feuille de route en 6 points. On a déjà franchi le premier point, c'est-à-dire installer une unité de capture de CO2 sur notre installation de production d'hydrogène à Port-Jérôme. Donc c'est une unité de capture, je dirais, assez révolutionnaire c'est la seule au monde qui fonctionne depuis plusieurs années, très bien. Donc c'est une unité avec des technologies cryogéniques qui permet de capter, purifier et liquéfier en une seule étape. Donc cette technologie qui maintenant va être réutilisée de façon beaucoup plus vaste est une technologie qui peut être rétrofitée, en français dans le texte, sur tout un tas d'installations industrielles qui émettent du CO2, et notamment les installations de production d'hydrogène, donc les Steam Methane Reformers, SMR, dont Air Liquide en exploite 2 en Normandie. Donc cette première étape de franchie, ensuite l'étape numéro 2 est la reprise du SMR de Total Energy à Gonfreville. Donc c'est une étape qui également a été franchie et qui va être équipée dès que ce sera économiquement viable, mais on imagine à l'horizon 2027 d'une unité donc cryocap de capture de CO2. Dans tout ça, je ne vous parle pas beaucoup d'hydrogène, mais en fait là, je suis en train de vous parler d'hydrogène décarboné. Et le CCS, donc, qui est l'étape de collecte de CO2 et de stockage dans des puits de pétrole en mer du Nord, c'est une étape indispensable à la transition, peut-être même avant de pouvoir faire des électrolyseurs. Donc ça, c'est notre étape suivante. Donc un projet d'électrolyseur, donc le projet Normandie,
sur le territoire de Port-Jérôme. Donc ça va être un projet de 200 MW dont je vais vous parler juste maintenant. Et donc du coup, cette vision de décarbonation de l'industrie nous permet non seulement de décarboner nos propres émissions, mais également d'accompagner les industriels présents actuellement sur le bassin Normandie dans leur feuille de route de décarbonation. Donc comme l'a cité Bertrand, on s'est déjà constitué en consortium avec 5 sociétés donc pour développer cette infrastructure commune de collecte et d'expédition de CO2 sous forme liquide par bateau en direction de la mer du Nord pour un stockage définitif. Alors, le projet Normandie, de quoi parle-t-on? Donc, on parle d'un projet de 200 MW d'électrolyse qui va produire de l'hydrogène renouvelable, donc qui va être produit à partir d'électricité renouvelable exclusivement. La capacité de production sera d'environ 20 000 tonnes par an d'hydrogène renouvelable, et ce qui permettra d'éviter à peu près 200 000 tonnes par an d'émissions de CO2 qui auraient été émises au niveau des SMR du bassin que nous exploitons. La technologie qui va être employée, c'est la technologie Siemens Energy, donc le module Silyzer 300. Donc c'est une technologie qui a l'avantage, premièrement, d'être les plus gros électrolyseurs disponibles sur le marché et qui sont déjà référencés, qui fonctionnent à plusieurs installations. Notamment, il y a une installation en Autriche et une installation en Allemagne qui fonctionnent avec cette technologie. Air Liquide a annoncé il y a quelques semaines une co-entreprise pour produire ces électrolyseurs avec Siemens Energy, où la partie, le cœur de l'électrolyse, donc les stacks, seront produites dans une gigafactory à Berlin en Allemagne, et pour le marché français, il y aura un assemblage sur le territoire de ces électrolyseurs qui permettra non seulement de créer de l'activité, de développer la filière industrielle, mais créer de l'emploi et donc faire travailler tout un écosystème de fournisseurs et de fournisseurs de composants. Le projet Normandie a déjà obtenu son permis de construire et son autorisation environnementale d'exploitation. Et donc, on va commencer les travaux dès cet été sur la préparation du terrain. Donc, c'est quelque chose de très concret. Et on vise une mise en service de l'installation en 2025. Alors, Bertrand nous a parlé, je dirais, des challenges ou des défis de la filière hydrogène. Ils sont, j'avoue, ils sont assez nombreux, notamment l'équation économique du projet, d'un tel projet, puisqu'on va venir substituer des productions actuelles de steam reforming. Alors, avec les prix actuels de l'énergie et du CO2, on est pratiquement à la parité de coût en termes de prix variable, mais par contre, en termes de CAPEX, d'investissement, les électrolyseurs, la technologie d'électrolyseur est quand même beaucoup plus onéreuse que les SMR. On parle d'un facteur 3, 4, 5 en fonction de la définition du projet, du scope du projet. Donc, ces projets nécessitent l'aide des pouvoirs publics pour lancer la filière. Et à ce titre, le projet Normandie fait partie des 15 projets prénotifiés par l'État français à l'Union européenne dans le cadre de l'IPCEI. Et du coup, nous attendons, on a déjà eu un signal positif le 8 mars lors de la visite de Bruno Le Maire sur notre site de Port-Jérôme, donc qui a annoncé le soutien de l'État à notre projet, à hauteur, un chiffre considérable. On a annoncé 190 millions d'euros de subventions. Bon, on ne les a pas encore, mais nous sommes très confiants. Pour un projet, ça va représenter une intensité d'à peu près 50, un peu plus de 50% du CAPEX. Donc, je dirais, c'est une aide sans précédent pour ce type de projet. Déjà, c'est un projet très important à l'échelle du groupe Air Liquide, mais cette intensité de subvention est véritablement sans précédent. Et donc, c'est pour ça que le mécanisme de l'IPCEI permet de déroger aux règles habituelles européennes d'aide industrielle.
Donc on devrait avoir le feu vert de l'Union européenne aux alentours, je crois, de la deuxième quinzaine d'août. Et donc pour nous, ça veut dire qu'on va pouvoir lancer le projet véritablement à partir de ce moment-là. Néanmoins, on a d'autres étoiles à aligner pour pouvoir prendre une décision d'investissement finale. On doit trouver des clients. Bon, on a des clients naturels puisque ce sont déjà nos clients depuis de nombreuses années. Donc les 2 raffineurs qui sont implantés dans le bassin, donc Total Energy et ExxonMobil. Mais néanmoins, ces clients payent l'hydrogène au prix de l'hydrogène SMR, donc ils sont habitués à un prix très compétitif. Et l'hydrogène d'électrolyse n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Donc d'où les aides d'État. Mais on a besoin d'un autre élément, donc, qui a déjà été rappelé par mes 2 prédécesseurs, donc c'est l'énergie renouvelable. On en a besoin en très grande quantité, à un prix compétitif. Et donc ça, en fait, ça nous soucie pas mal, puisque ça va probablement être un facteur limitant dans le développement de la politique hydrogène française. Et pour l'instant, c'est quand même un problème. Donc on espère que les pouvoirs publics vont continuer d'inciter les projets, de favoriser les projets de développement d'énergie renouvelable. Donc je vous montre une dernière vue pour vous montrer à quel endroit est implanté sur le territoire de Cosseine-Aglo notre projet. Donc vous voyez, il est pas très très loin de nos installations actuelles de Port-Jérôme, à peu près à 4 km à vol d'oiseau, dans la zone industrielle Port-Jérôme 2, la ZAC Port-Jérôme 2, sur un terrain relativement important de 29 hectares, dont on va faire l'acquisition très prochainement et pouvoir ainsi commencer les travaux. Pour ceux qui ne sont pas de la région, Le Havre est à gauche, une vingtaine de kilomètres vers l'ouest. Et, en aval. Voilà, en aval. Et donc, l'intérêt de la situation de ce projet, c'est premièrement d'être situé au carrefour des 2 plus grandes raffineries françaises. Il faut savoir que la région Normandie, c'est l'endroit où il est produit et il se consomme le plus d'hydrogène en France, avec notamment les 2 raffineries et les 2 usines d'ammoniac, donc celle de Borealis à Grand-Quevilly et celle de Yara à Harfleur, donc dans la zone industrielle portuaire du Havre. Donc nous avons un réseau d'hydrogène qui irrigue les deux zones industrielles de Port-Jérôme et du Havre. Et donc tout naturellement, notre projet d'électrolyse va être raccordé à ce réseau. Et ça nous permettra de délivrer dans notre réseau qui va devenir bas carbone au fil du temps, avec la transformation des 2 SMR avec la capture de carbone, plus l'électrolyse qui va venir s'ajouter comme une source supplémentaire d'hydrogène bas carbone et renouvelable. Très bien. Voilà, je me suis disponible pour des questions, mais je crois que ça va se passer à la fin de notre table ronde. Oui, et peut-être même après, à l'heure du déjeuner. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane Vialet. Voilà, après la région Normandie et la région Nouvelle-Aquitaine, nous partons pour la région Rhône-Alpes avec vous, Marie Godard-Piton. Vous êtes donc directrice performance et investissement de Vicat. Vous allez nous dire quelques mots de cette entreprise et nous dire comment vous allez convertir ce CO2 de vos cimenteries et le convertir et le valoriser. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de vous présenter le projet Innovi. Mais pour commencer, quelques mots sur Vicat. Donc, Vicat est une entreprise française familiale dont les origines remontent à l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat en 1817. Et aujourd'hui, c'est encore la famille qui possède la plus grande part de la société et on est à la 7e génération de dirigeants. On a 3 activités principales qui sont la production de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Et on est présent à travers le monde, dans 12 pays en tout. Pour autant, on a conservé des valeurs fortes d'ancrage territorial. Et donc, on est un groupe qui est relativement décentralisé. Et en particulier en France, on a un ancrage territorial fort,
sur nos sites d'implantation. Donc on a 5 usines en France qui sont principalement situées dans l'est de la France. Concernant notre stratégie de production et d'utilisation d'hydrogène en cimenterie, donc vous avez ici une représentation de cette stratégie. Donc on est sur une trajectoire de décarbonation qui est très ambitieuse avec un objectif de neutralité en 2050 et puis avec des objectifs chiffrés intermédiaires en 2030 et en 2040. Donc l'intérêt de l'hydrogène pour nous, c'est d'une part de décarboner notre transport de matériaux. Donc l'objectif, c'est de pouvoir à terme alimenter l'ensemble de nos camions, de nos engins, des camions toupies, des camions de transport de ciment, des engins qui sont utilisés dans les carrières avec de l'hydrogène. Et pour ça, on envisage de produire de l'hydrogène directement sur les cimenteries et puis ensuite d'alimenter des stations de distribution qui vont être sur nos différents sites. Et également des stations de distribution qui seront sur notre territoire d'implantation parce qu'on souhaite vraiment pouvoir rendre un service au territoire grâce à cette production d'hydrogène, pouvoir mettre à disposition cet hydrogène sur le territoire. On a déjà un projet qui va dans ce sens, qui est un projet de station de distribution sur notre usine de Saint-Égrève à côté de Grenoble. On a fait la pose de la première pierre. L'inauguration sera faite au mois de décembre. Et donc, c'est un projet qu'on mène avec Impulsion, la société qui porte le programme Zero Emission Valley sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, le deuxième intérêt de l'hydrogène, c'est de valoriser notre CO2. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la production de ciment émet du CO2 en raison de la réaction chimique de production du clinker, qui est l'élément principal constitutif du ciment. C'est un CO2 dit process qu'on ne peut pas éviter. On travaille sur la réduction de notre CO2 énergétique en remplaçant toutes les énergies fossiles par des énergies alternatives ou en faisant de l'électrification de nos process. Mais on a cette part du CO2 qu'on ne peut pas éviter et donc on va devoir, dans notre trajectoire de neutralité, capter et soit stocker, soit valoriser. L'hydrogène va nous permettre de valoriser ce CO2 en combinaison. Donc hydrogène, CO2, on va pouvoir créer des molécules de synthèse telles que le méthanol, le kérosène, le méthane ou encore d'autres molécules qui vont pouvoir être utilisées en substitution des énergies fossiles et des molécules originaires du pétrole. Donc ici, on voit représenter cette intégration. Il est très important pour nous d'avoir cette production d'hydrogène directement sur nos cimenteries parce qu'il y a beaucoup de synergie entre l'électrolyse et le four cimentier qui existe. Tout d'abord, on peut valoriser l'oxygène dans le four cimentier. De cette façon-là, on va améliorer la combustion au sein du four et on va concentrer le CO2 dans nos fumées. On va pouvoir atteindre des concentrations de CO2 qui vont aller quasiment jusqu'à 100%, ce qui va permettre de grandement réduire les coûts de capture du CO2. On a déjà un projet donc pour cette brique technologique-là en particulier. C'est un projet qu'on fait en Allemagne avec 3 cimentiers allemands qui sont Heidelberg, Schwenk et Dickerhoff, la filiale de Buzzi en Allemagne. Et donc c'est un projet de four qui va fonctionner en oxygène pur. De cette façon-là, on va récupérer du CO2 quasiment pur. C'est un four qui est en train d'être construit, qui fera 450 000 tonnes par jour. Donc, ce n'est pas un petit four, hein, c'est la moitié de notre four de Saint-Égrève. Donc, c'est la moitié d'un four industriel. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer cette technologie d'oxycombustion. Ensuite, l'autre synergie qui est très forte, c'est l'utilisation de la chaleur fatale pour faire fonctionner l'électrolyseur si on est sur une technologie d'électrolyse à haute température. Le four cimentier fonctionne à très haute température. La température de clinkérisation est de 1450 degrés. Et donc, même si on fait en sorte d'avoir l'efficacité énergétique la plus grande sur nos lignes de cuisson, on a de la chaleur à récupérer et on peut ainsi alimenter de l'électrolyse à haute température. C'est pourquoi on s'intéresse donc depuis très longtemps à ces technologies d'électrolyse à haute température et nous sommes, Vicat, parmi les actionnaires fondateurs de la société Genvia, qui a pour but de développer et de commercialiser ces électrolyseurs. Et le premier
démonstrateur industriel de Genvia sera tout d'abord installé sur le site des Renardières d'EDF, puis ensuite sera transféré sur un site Vicat de façon à pouvoir tester ce démonstrateur en conditions réelles industrielles. Et puis enfin, on a donc cette intégration de l'ensemble de ces briques technologiques avec donc l'oxycombustion, la capture de CO2, la transformation du CO2 grâce à l'hydrogène et l'électrolyse qui vont être mis en œuvre dans notre projet Innovi, qui sera mené donc, avec notre partenaire Aynamix sur notre site de Montalieu, donc la plus grosse cimenterie française que l'on détient et qui est située en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le projet Innovi, ce que je peux dire, c'est que c'est un projet qui est tout à fait exceptionnel par sa taille et par son impact pour répondre aux enjeux du changement climatique. En effet, on parle de 1,5 million de tonnes de CO2 qui vont être évitées par an grâce à ce projet. C'est 40% des émissions de CO2 de la cimenterie de Montalieu qui vont être captées. C'est vraiment un projet qui est sans précédent en termes de taille et d'impact. De plus, c'est un projet qui va permettre la relocalisation de la production de méthanol. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du méthanol, c'est à peu près 600 000 tonnes, 600 à 800 000 tonnes consommées par an en France. Ce méthanol est 100% importé. Aujourd'hui, on propose de produire du méthanol localement et donc de créer de la valeur sur le territoire et de créer des emplois. Et aussi de garantir une indépendance énergétique pour la France. De plus, on va créer donc ce nouveau vecteur énergétique qui est le e-méthanol ou méthanol de synthèse qui va pouvoir être utilisé dans ses usages actuels. Donc actuellement, le méthanol est utilisé pour faire du MTBE, pour faire un ajout dans l'essence. Il est utilisé pour faire des biocarburants. Tous les biodiesels aujourd'hui qui sont sur le marché utilisent du méthanol pour être synthétisés. Il est utilisé aussi dans la chimie pour faire des cols, pour faire différents produits de base de la chimie. Mais demain, on peut imaginer tout un tas d'autres utilisations pour le méthanol, comme par exemple le remplacement des fuels dans le transport maritime. Ça, c'est une utilisation qui est très, très prometteuse parce qu'aujourd'hui, les transporteurs maritimes ont des objectifs de décarbonation qui sont extrêmement ambitieux. Et pour ça, ils ont plusieurs possibilités, dont le méthanol, qui est vraiment une des options privilégiées par ces sociétés. Le méthanol peut aussi être utilisé pour faire du jet, donc pour faire du kérosène. Il existe des technologies qui font du méthanol to jet. On peut aussi imaginer directement avec du CO2 et de l'hydrogène faire directement du jet. Donc là, on parle des SAF, donc les carburants de synthèse qui vont être utilisés pour l'aviation. Et puis enfin, le méthanol peut aussi être utilisé dans la chimie pour faire du méthanol to oléfine et ainsi remplacer le pétrole dans tout ce qui va ensuite être des éléments de base pour la production de plastique. Donc aujourd'hui, on utilise des bases pétrolières pour faire du propylène, de l'éthylène, pour ensuite être décliné dans les différentes utilisations plastiques. On peut imaginer utiliser ce méthanol de synthèse pour ça. Donc finalement, on va créer un nouveau vecteur énergétique qui va permettre une décarbonation multisectorielle, c'est-à-dire qu'on peut dupliquer le schéma d'Innovi sur différentes industries et en plus, on va produire ce vecteur énergétique qui peut décarboner tout un tas d'usages. Et puis enfin, ce projet, avec ses 330 MW d'électrolyse, va représenter 5% de l'ambition française qui a été annoncée il y a bientôt 2 ans dans le plan hydrogène français de 6,5 gigawatts. Donc, c'est pas petit, c'est un projet qui a du poids dans la stratégie française et qui va permettre de faire rayonner le savoir-faire français, le savoir-faire technologique français à travers le monde et qui va donner des opportunités aux gigafactories qui sont en train de se construire ou qui vont se construire. Donc, notre projet, on a vraiment l'ambition avec notre projet de favoriser, d'aider la filière hydrogène à se développer avec donc un projet de grande dimension dès l'horizon 2027. Comme je le disais, donc c'est un projet qu'on mène avec notre partenaire Aynamix,
qui est donc filiale hydrogène d'EDF, dont nous avons un représentant dans cette table ronde avec Pierre. Voilà. Très bien. Et puis pour finir, voilà. Concernant donc le financement, donc nous avons déposé un dossier à l'IPCEI. Donc on est dans parmi les 15 projets qui ont été pré-notifiés pour l'IPCEI et les LDAE, parce que donc, on fait partie des projets qui ont été donc repositionnés sur les LDAE, mais on fait partie du même programme. Actuellement, on est en cours d'instruction auprès de la Commission européenne. Donc, comme vous le savez sûrement, l'instruction des projets technologiques a eu lieu donc cette première partie de l'année. Nous, notre instruction va avoir lieu probablement sur ce second semestre. On espère avoir le résultat de cette instruction entre septembre et décembre. Et donc, on a très bon espoir d'avoir un résultat positif. Parce qu'évidemment, l'élément subvention est indispensable pour pouvoir concrétiser des projets de cette taille-là, de cette ampleur-là. Et puis en termes de planning, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, actuellement, on est en cours d'études conceptuelles. Donc on n'a pas attendu d'avoir les subventions pour faire toutes ces études. On a fait des études de pré-analyse de permitting, d'ACV, de pré-faisabilité, de faisabilité. Et là, on rentre en études conceptuelles. Notre objectif, c'est une mise en service en 2027. Donc c'est très ambitieux. On est déjà une grosse équipe mobilisée et on a vraiment dans l'idée de ne pas prendre de retard sur ce projet et de pouvoir mettre en service à partir de 2027. Ça fait partie de notre feuille de route chez Vicat de décarbonation. Pour finir sur la réglementation, un point de vigilance par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, la production de ces futurs carburants de synthèse est soumise à des réglementations qui sont en train de se discuter. Donc, il y a eu des actes délégués qui ont été publiés donc, à la réglementation RED 2 au niveau européen. Donc là, on est en plein dedans. Ça a été publié le 20 mai. C'est en cours de consultation. Et il y a des éléments qui sont déterminants par rapport à ces projets. C'est tout d'abord, il faut que le CO2 industriel inévitable, donc le CO2 process, tel que celui des cimenteries, soit considéré comme éligible, y compris au-delà de 2035. Et puis, il y a aussi la question du calcul du poids CO2 du mix électrique français qui doit être fait au plus juste pour donc que ce soit équitable et que ce soit effectivement notre mix qui soit considéré dans les calculs. Parce que comme le disait mon prédécesseur, bien entendu, nous sommes favorables à utiliser des énergies renouvelables pour notre projet. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se batte aussi sur le poids carbone de notre mix français. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Marie Godard-Piton. La décision donc d'investissement 2024, c'est ça ? Et pour un projet, alors je sais bien que vous ne précisez pas précisément justement le montant, mais de plusieurs dizaines, centaines ? Plusieurs centaines. Plusieurs centaines de millions d'euros. Très bien. Merci beaucoup. Nous concluons cette deuxième session avec vous, Pierre de Raffelis-Soissons, pour Dynamix et Wilfried Debu pour Domo. Vous restez là ou vous venez au pupitre. Nous vous écoutons. Écoutez, merci. Bonjour à tous. Wilfried Debu de la société Domo. Écoutez, je suis ravi d'annoncer finalement ce partenariat aujourd'hui pour la première fois. Partenariat avec Dynamix dans un projet d'investissement et de construction d'une unité d'hydrogène électrolytique sur notre site industriel de Saint-Fond, au sud de Lyon, dans la vallée de la Chimie, dans le cadre de la production de polyamide. Donc avant de parler d'hydrogène, je vais vous expliquer ce que fait Domo et le lien avec l'hydrogène. Nous ne sommes pas un acteur de l'hydrogène. Domo, c'est un leader dans la production et la commercialisation de polyamide. Le polyamide, vous savez, c'est ce qu'on appelle communément le nylon. C'est un polymère, un plastique qui a des propriétés très spécifiques et qui, du coup, est utilisé dans des applications dans lesquelles on a besoin d'une résistance mécanique particulière,
une résistance aux hautes températures et d'autres applications de ce type-là. Donc dans les débouchés du polyamide, il y a notamment les plastiques techniques qui permettent de fabriquer des pièces dans le monde de l'automobile, sous le capot par exemple, mais pas que. Donc l'automobile est un des débouchés majeurs du polyamide aujourd'hui. Pour la petite anecdote et le lien avec le développement durable, le polyamide a permis la substitution de pièces en métal, en aluminium ou en acier dans le monde de l'automobile depuis une vingtaine d'années, ce qui a permis d'alléger le poids des véhicules et donc de réduire les émissions CO2 au kilomètre chez nos constructeurs automobiles. Donc le polyamide, c'est un élément clé dans la feuille de route aussi de décarbonation de l'industrie automobile. Domo, peut-être en un mot. Donc Domo, c'est une société familiale belge, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2500 salariés, une dizaine de sites de production un peu partout dans le monde, et qui a vu sa taille doubler il y a 2 ans avec l'acquisition des activités polyamides du groupe Solvay, anciennement Rhodia. Et le site de Saint-Fond dont nous allons parler, il fait partie de cette histoire. Rhône-Poulenc, Rhodia, Solvay et maintenant Domo Chemicals. Voilà en 2 mots. Alors le lien avec l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une matière première clé dans la production du polyamide. Le polyamide, tel qu'on le fabrique à Lyon, se fait finalement en 3 grandes étapes. Fabrication d'intermédiaires, molécules intermédiaires clés, comme l'HMD, et c'est à cette étape-là dont on a besoin d'hydrogène. Ensuite, ces molécules intermédiaires vont permettre la fabrication de polyamide, donc du polymère en lui-même, étape de polymérisation. Et puis ensuite, ce polymère va être mélangé avec un certain nombre d'additifs, de fibres de verre, pour lui conférer ses propriétés spécifiques qui répondent aux besoins de nos différents clients. Donc voilà les 3 grandes étapes de production sur notre site de Saint-Fond, et c'est lors de la production de l'HMD que nous avons besoin d'hydrogène en très grande quantité et de manière absolument continue. Nos unités industrielles, elles tournent en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc on a besoin de mettre en place cette unité d'hydrogène avec une fiabilité et des quantités qui sont juste hors normes et qui confèrent à ce projet sa spécificité dans l'ensemble des projets aujourd'hui. Voilà en deux mots la raison de ce projet. Et peut-être Pierre, je vais te laisser présenter maintenant le projet en lui-même. Merci Wilfried. Donc moi je suis Pierre de Raphaël-Soissons, je suis directeur du développement Dynamics, qui est la filiale hydrogène du groupe EDF. Et ça fait à peu près un peu plus d'1 an qu'on travaille avec Domo Chemicals à Lyon sur ce projet qui est un projet de 85 MW d'électrolyse de l'eau. Avec 85 MW, on décarbone 100% des besoins industriels d'hydrogène de Domo Chemicals. Et en cela, c'est extrêmement ambitieux parce qu'aujourd'hui, il y a peu de projets où on va passer à une décarbonation de 100%. On a par exemple annoncé avec Borealis à Haute-Marsheim un partenariat il y a maintenant 6 à 9 mois où on va produire 50 MW d'hydrogène par électrolyse. 50 MW, ça correspond à 15% seulement des besoins du site d'Haute-Marsheim. Donc on voit bien que souvent on avance par étapes. Ici, la spécificité et la grande ambition de ce projet avec Domo Chemicals, c'est qu'on va, à partir de 2027, installer 100% de production d'hydrogène décarboné. Il y aura forcément une phase de transition à gérer avec l'unité de vaporéformage actuelle. Et on a évidemment en tête les enjeux de fiabilité et de bonnes pratiques industrielles qui sont absolument fondamentales. 85 MW, donc ça c'est un projet qu'on annonce aujourd'hui. C'est un projet qui est très fortement soutenu par l'État français. Il est présenté actuellement à la Commission européenne pour instruction approfondie. Il dépend évidemment du soutien public comme c'est le cas pour tous les projets hydrogène. C'est une caractéristique commune. On vise
On a également les mêmes enjeux que nos prédécesseurs d'avoir accès à de l'énergie électrique bas carbone, compétitive sur le long terme. Ça, c'est vraiment un défi majeur de toute la filière hydrogène française. Et en termes d'investissement, on parle d'un projet qui est autour d'une centaine de millions d'euros. On ne va pas rentrer dans le détail, les études techniques sont en cours. Mais voilà, en termes de calendrier, peut-être pour rajouter ce petit détail qui n'est pas qu'un détail, aujourd'hui, on a un enjeu dans la vallée de la chimie d'accès à de l'énergie électrique en quantité importante. La vallée de la chimie à Lyon dispose d'un réseau électrique haute tension qui est fortement saturé. Et donc, on va devoir tirer des nouvelles lignes, des nouveaux câbles haute tension. Et c'est ça aujourd'hui qui fait en fait qui est sur le chemin critique du projet. C'est pour ça qu'on parle d'un démarrage de l'unité en 2027. Je te laisse peut-être continuer sur 2-3 éléments, et notamment le partenariat qu'on met en place. Absolument. Et que vous annoncez pour la première fois ici en France. Absolument, oui, absolument. On annonce ce partenariat et on l'officialise aujourd'hui avec vous. On en est ravis. Peut-être 2 choses avant de revenir sur le partenariat. Pourquoi c'est important pour Domo, en tant que société de la chimie, ce partenariat, et finalement c'est quoi l'intention derrière et comment ça se lie avec notre ambition développement durable. Vous l'avez compris, Domo, c'est à la fois une société de la chimie, majeure en Europe, c'est aussi une société dans l'univers des plastiques et des polymères. Et à ce titre-là, on a un double enjeu développement durable. Le premier, c'est que comme tout acteur industriel et de la chimie, on a un objectif de réduction de nos propres émissions carbone, avec, pour information, un objectif de réduction de 40% de nos émissions propres d'ici 2030. Mais en tant qu'acteur des polyamides, on a aussi un enjeu de réduire l'empreinte carbone de nos produits. C'est absolument fondamental pour être pérenne, sustainable dans le futur. Pour ça, on a 2 leviers. La première chose, c'est la circularité. Être capable de créer des boucles de recyclage qui n'existent pas fondamentalement aujourd'hui dans notre industrie, sur de la récupération de déchets et la réutilisation de ces déchets polyamides pour refaire des produits polyamides à partir de déchets. Et là, on investit énormément en R&D autour de ces sujets-là. Mais le deuxième axe, c'est clairement d'utiliser des matières premières à faible carbone, faible empreinte carbone. Et ce projet, il s'inscrit parfaitement dans cette intention stratégique pour le groupe. Ce projet, c'est la réduction de 84 000 tonnes d'émissions CO2, ce qui est assez considérable et ce qui nous permettra de réduire de l'ordre de 5 à 10% l'empreinte carbone de nos polyamides. Et tout à l'heure, vous avez évoqué l'enjeu de la compétitivité mondiale de l'Europe et de son industrie. Et ben, nous, on est convaincus que c'est au travers de l'introduction de produits à plus faible carbone qu'on arrivera à poursuivre la compétitivité de l'Europe sur notre marché. Alors par rapport au partenariat en tant que tel, bien évidemment Domo va se positionner comme un des clients principaux, en tout cas au départ, de ce projet, mais il se joint également à Enamix en tant que co-investisseur. Compte tenu des différents défis qui s'offrent à nous, il nous a semblé absolument essentiel d'être à la fois l'off-taker futur de cette unité, mais également un co-investisseur partie prenante de ce projet. Je crois que dans le futur, l'objectif, c'est d'étendre cette première unité à d'autres usages de la vallée de la chimie. On veut faire bénéficier finalement en avance de phase le fait qu'on est le plus gros consommateur de la chimie en hydrogène pour initier la démarche, mais bien évidemment dans une optique à terme d'écosystème et d'infrastructures locales. Pour conclure. Oui, je voudrais quand même accentuer sur le fait que Domo est effectivement co-investisseur avec nous. Et quelque part, ça, c'est plus ou moins notre marque de fabrique systématiquement parce qu'on considère que c'est des projets qui sont verticalement intégrés. On va passer d'une dépendance dans la chaîne de valeur des polyamides venant du gaz naturel vers une dépendance liée à l'électricité. Donc on a une électrification indirecte via le procédé d'électrolyse. Et c'est des projets qui doivent être conçus
de manière fortement intégrée dès le début et avoir dans une unité de production d'électrolyse le client qui est avec nous, ça nous permet d'être beaucoup plus audible vis-à-vis des pouvoirs publics dans notre demande d'avoir le bon mécanisme de soutien, d'avoir une visibilité long terme sur l'électricité. C'est ce genre de mécanisme qu'on met également en place en Allemagne dans le projet 30 MW de Westküste avec la raffinerie de Heide. Et donc globalement, je pense que c'est un point qui est assez important parce que ça montre qu'il faut vraiment raisonner non plus sur producteur-client, mais sur une chaîne de valeur qui se décarbone de manière verticale. Et effectivement, là on a parlé verticalité. Horizontalement, on a en tête que dans la vallée de la chimie, via la massification de cette production, on va demain pouvoir alimenter également des usages de mobilité. Donc là, on va parler de mobilité lourde, type camion, bus, train, etc. Et ça va nous permettre d'intégrer le territoire dans ce genre de projet industriel. C'est une démarche fondamentale que vous avez bien rappelée également à Bordeaux. Cette synergie entre l'industrie et la mobilité, elles sont absolument fondamentales. Et donc, on est ravis de vous présenter en avant-première ce projet. Il y aura des annonces de presse qui auront lieu dans la journée. Et merci encore pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre de Raffelis 60 et Wilfried Debu. Et merci, après l'avoir dit discrètement en Allemagne, de réserver cette annonce aux journées de France Hydrogène aujourd'hui à Rouen. Merci madame, merci messieurs. Nous allons achever cette matinée avec vous, Benoît Hainaut. Vous êtes chef du département Interconnexion et Réseaux européens au sein de la direction des réseaux à la Commission Régulation de l'énergie, plus connue sous l'acronyme CRE. Vous allez nous donner quelques explications de cette CRE et nous aider à saisir les enjeux et les défis de la filière et évidemment la vision de la CRE. Nous vous écoutons. Si vous voulez retourner en salle, pas de problème. Merci à vous. 15 minutes. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas si, après ces panels, je vais vraiment contribuer à éclairer un peu l'avenir de l'hydrogène. Et j'ai envie de dire, les attentes de la CRE sont d'abord d'avoir un certain nombre d'éléments qui viennent du secteur industriel et pour accéder à une bonne compréhension des enjeux du moment. Alors, j'avais quelques diapos. Ce n'est pas très grave si je ne les présente pas. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, en point liminaire, merci beaucoup d'inviter la CRE, dont vous savez la responsabilité d'abord d'encadrer les systèmes électriques et gaziers. Donc la CRE n'a pas à proprement parler de responsabilité dans le secteur de l'hydrogène aujourd'hui. Pour autant, la CRE s'est penchée sur ces questions, a ouvert un certain nombre de réflexions, notamment dans le cadre de son comité prospective, peut-être que certains parmi vous y ont contribué aux réflexions, et qui a rendu ses travaux l'année dernière sur le sujet du vecteur hydrogène. Et en même temps, vous êtes probablement au courant qu'au-delà des directives sur les énergies renouvelables qui ont été citées dans la précédente table ronde, il y a un ensemble de travaux législatifs aujourd'hui au niveau européen qui portent notamment sur l'hydrogène et dans le cadre de la décarbonation du secteur du gaz et qui consiste notamment à poser les bases de la mise en place d'un marché européen pour l'hydrogène. Et je reviendrai un petit peu sur ce point et toutes les questions que ça soulève. Tout d'abord, avant de rentrer un peu dans ces débats européens, et je pense que c'est utile, au-delà donc des débats très concrets auxquels j'ai le plaisir d'assister aujourd'hui, de vous donner aussi quelques éléments qui sont peut-être beaucoup plus conceptuels et qui se jouent à Bruxelles, et notamment au niveau de la Commission européenne, mais maintenant également au niveau du Parlement européen, et les négociations vont commencer au niveau du Conseil. Et ce sont des discussions auxquelles, au niveau de la CRE, nous prenons pleinement part, et puisque nous portons notamment la voix de la France du côté des autorités de régulation qui sont dans ce processus institutionnel européen.
Alors, tout d'abord, les quelques mots-clés que j'ai notés pendant cette table ronde et qui, à mon avis, méritent vraiment de remonter jusqu'à Bruxelles. Alors, d'abord, la notion d'écosystème, les questions de chaîne de valeur, les problématiques de processus industriels et de synergie industrielle. Un point très intéressant aussi qui est eh bien, la combinaison entre la démonstration sur la production de ciment, l'importance de localiser des électrolyseurs sur site industriel, et qui sont des éléments qui sont parfois un peu difficiles à capter au niveau européen, puisque l'approche première de la Commission européenne et des autorités européennes est d'abord de penser l'hydrogène dans une perspective européenne. Et je dirais que l'approche de la CRE dans ce contexte, c'est d'abord d'aborder ce sujet avec une grande humilité. On sait que les industries de l'électricité et du gaz se sont d'abord développées sur des bases locales et ont pris progressivement possession des territoires. On imagine assez bien que le secteur de l'hydrogène risque de suivre quelque chose de relativement similaire, avec toutefois un certain nombre de points qui nous semblent fondamentaux et qui ont aussi été largement abordés aujourd'hui. Le premier sujet, c'est d'abord quels sont les usages pertinents de l'hydrogène. La vision européenne a tendance à être très extensive. Il y avait d'abord cette question de décarboner des usages du gaz pour lesquels l'électrification ne serait pas possible. On a ce point absolument fondamental de la compétitivité économique de la production d'hydrogène. Et là, on a vu tous les défis que pose le développement de l'électrolyse. Ensuite, évidemment, un point crucial qui est celui de la disponibilité en électricité bas carbone. Et le point soulevé sur le bilan carbone du secteur électrique français est un point qui tient à cœur de la CRE, c'est-à-dire que la question est de savoir est-ce qu'on doit simplement se concentrer sur de l'hydrogène d'origine renouvelable ou est-ce qu'au contraire on doit élargir et s'intéresser d'abord au contenu en carbone de la production d'électricité pour qualifier l'hydrogène de bas carbone. Enfin, un point très important, et là on touche directement aux problématiques de réseau qui sont notre cœur de métier à la CRE et qui sont un des éléments discutés au niveau européen, qui est la question de l'intégration des électrolyseurs dans les territoires et les questions géographiques d'articulation entre différents types d'infrastructures, puisque par nature, les électrolyseurs fonctionnent à l'électricité. Et donc, il y a un enjeu très fort entre la planification des réseaux électriques et la planification potentielle des réseaux d'hydrogène, sans parler non plus des réseaux de gaz, mais j'y reviendrai assez rapidement, qui sont aussi aujourd'hui un des éléments de débat importants, puisque la question de l'utilisation future des gazoducs et de leur reconversion en hydrogénoducs est un des sujets majeurs aujourd'hui dans les discussions européennes. En tout cas, ce qui nous semble très important dans notre réflexion sur le cadre de régulation, c'est de bien regarder en face le fait que les modèles d'affaires pertinents pour l'hydrogène bas carbone sont en cours d'élaboration. On l'a vu, le soutien public est nécessaire et on est d'abord dans une approche, je dirais, de construction à long terme d'un ensemble de filières. Et c'est un point qui nous semble, sur lequel on insiste beaucoup, parce que au niveau européen, j'appuie pas sur le bon bouton, voilà, ça y est. Au niveau européen, ça va. Ah oui, il faut un peu. Comme je vous le disais, l'approche de base et de constituer un marché intérieur intégré. Alors, bon. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous le savez, aujourd'hui, donc on a une multitude de crises qui se présentent face à nous. La crise climatique, évidemment, donc, qui a posé la décarbonation comme un objectif majeur aujourd'hui de politique énergétique. Et je dirais, c'est une sorte de glissement des orientations de politique énergétique européenne en général, depuis, je dirais, un principe de compétitivité de l'énergie vers cette question de la protection de l'environnement et de la décarbonation. Et ensuite, est venue se greffer là-dessus la crise gazière, la crise ukrainienne, enfin la guerre en Ukraine, et qui accentue encore l'intérêt de de se passer des importations de gaz russe. Donc, alors,
évidemment, les réflexions européennes ont précédé la crise gazière telle qu'elle existe aujourd'hui. Et dès 2020, la Commission avait proposé une stratégie européenne du développement de l'hydrogène qui, de mon point de vue strictement personnel, était assez intelligente puisque elle s'inscrivait dans une vision très progressive, d'abord avec ce principe de mettre en place des écosystèmes locaux. Et elle pensait le développement des infrastructures plutôt dans une perspective de long terme, en apportant des liens entre des zones de production et de consommation d'hydrogène. Alors, avec quand même déjà des échéances qui étaient précisées, des objectifs à 2030 et qui, on le voit aujourd'hui sur les pas de temps de développement des projets industriels, représentent une échéance qui nous semble relativement ambitieuse et voire peut-être pas toujours très réaliste pour aller vers un système compétitif régulé sur le modèle gazier. Alors, les ambitions qui avaient été manifestées dans cette communication de 2020 se sont traduites donc dans une proposition législative qui a été publiée en décembre 2021 et qui fait, comme je vous le disais à l'instant, l'objet de débats intenses maintenant. Enfin, les débats commencent véritablement à s'intensifier cet été au niveau du Parlement et du Conseil européen. Alors, que dit cette proposition législative ? Eh bien, elle reflète, je dirais, une vision assez verticale de la décarbonation et de la mise en place d'un système hydrogène, puisque l'ambition de la Commission a été, dès le départ, de poser les bases d'un marché européen de l'hydrogène en s'inspirant du marché du gaz, avec un point qui était de dire, eh bien, apprenons des expériences électriques et gazières, et plutôt que de reproduire l'ensemble des étapes qui ont permis d'accéder à des marchés intégrés, eh bien, essayons d'emblée d'avoir une organisation des filières qui rende possible l'existence d'un marché concurrentiel de l'hydrogène. Voilà, donc on est sur cette perspective d'émergence d'un système de régulation avec des réseaux d'infrastructures qui seraient soumis à régulation sur le modèle qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur du gaz, avec un certain nombre de dispositions transitoires, dont notamment la mise en place de ce qu'on appelle un régime d'ITO, donc Independent Transmission Operator, qui est le modèle gazier appliqué largement en France aujourd'hui, et qui est vu aussi par la France comme un des moyens de favoriser le développement à grande échelle de l'hydrogène. Alors, ces dispositions transitoires, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, doivent être revues à partir de 2030, et voilà, donc sur un pas de temps qui nous semble relativement court. On a évoqué aussi tout à l'heure la communication REPower EU, et qui est cette communication publiée au printemps par la Commission européenne pour faire face à la crise ukrainienne, mais également à la crise des prix du marché de l'énergie, et cette projection vers un développement très fort de l'hydrogène, 10 millions de tonnes produites en 2030, et également un projet d'importation de 10 millions de tonnes à la même échéance. Voilà, donc beaucoup de questions ouvertes encore à ce stade. Alors dans ce cadre, quelle est la réflexion de la CRE ? Comme je vous le disais, on aborde le sujet avec une assez grande humilité. Il nous semble extrêmement important d'avoir un dialogue vraiment extrêmement intense avec le secteur, et on a bien conscience du foisonnement d'initiatives, et il est très important que ce foisonnement puisse vivre pleinement afin de trouver effectivement les moyens d'aller vers une décarbonation efficace et intelligente. Tout d'abord, le premier point qui nous semble fondamental dans cette réflexion, c'est de l'hydrogène, pour quels usages ? Je pense qu'au niveau européen, il est assez clair maintenant que dans un contexte de développement des énergies renouvelables, on va vers un système de plus grande rareté énergétique. Et il faut donc, autant que possible, s'orienter vers une utilisation efficace des différentes sources d'énergie, ce qui plaide, là où c'est possible, d'abord plutôt pour une électrification des usages. Donc, quand on regarde l'hydrogène, eh bien, c'est, je pense, très clair aujourd'hui. On a deux grands volets qui sont d'abord les usages captifs industriels et le deuxième sujet, le transport lourd. Les questions d'usage thermique de l'hydrogène semblent quand même quelque chose de beau à envisager à beaucoup plus long terme. Un deuxième aspect qui renvoie à la structuration des filières, et notamment si on passe à des infrastructures un peu plus larges, à une utilisation à grande échelle de l'hydrogène,
eh bien, on voit, dans une réflexion prospective, des enjeux qui, là, sont directement inspirés par l'électricité et le gaz, qui portent sur, tout d'abord, la cohérence entre des approvisionnements et une consommation. Aujourd'hui, la réflexion sur l'additionnalité, par exemple, c'est-à-dire que les électrolyseurs, pour être qualifiés de verts, devront être alimentés par des sources d'énergie renouvelable qui viendront en supplément par rapport à l'existant. On va dans un monde avec plus d'intermittence, ce qui veut dire qu'il faut penser la structuration des filières autour des besoins des utilisateurs et de la continuité d'approvisionnement, ce qui, par exemple, amène la réflexion autour du transport et du stockage pour assurer cette continuité de l'approvisionnement. Donc, on arrive assez vite à des questions de l'ordre d'abord des problématiques de qualité, mais également de sécurité d'approvisionnement et toute une réflexion encore à venir, je dois malheureusement le reconnaître, sur les problématiques de redondance et d'infrastructures intermédiaires entre la production et la consommation. Donc, ce qui amène à la question des infrastructures, et là plus pour soulever quelques points tels qu'ils sont abordés aujourd'hui, pour dire que donc il y a une réflexion autour de la dorsale de l'hydrogène, les hydrogen backbone, qui est portée notamment très largement par un certain nombre de transporteurs de gaz et qui est une vision très ambitieuse dont j'ai la faiblesse de penser qu'elle a d'abord été inspirée par l'Allemagne, les Pays-Bas, qui ont clairement des ambitions extrêmement fortes d'utilisation de l'hydrogène pour décarboner leur secteur énergétique, et avec cette idée d'un développement à grande échelle d'abord de production d'hydrogène. L'hydrogène bleu fait clairement partie aussi de la stratégie, si on prend celle des Pays-Bas, donc de mise en place de grandes infrastructures qui vont permettre un foisonnement de la production d'hydrogène et une diffusion dans les territoires. Alors, que penser aujourd'hui de cette réflexion? L'approche qu'on a à la Creuse, c'est d'être le plus souple possible et plutôt de dire la question du transport à grande distance est quelque chose qui doit émerger d'abord du secteur dans le cadre de sa structuration entre la production et les consommateurs. Le conseil qu'on donne aux opérateurs, c'est évidemment de s'inscrire dans la dynamique du secteur pour que le transport trouve sa place dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc, pour synthétiser, j'espère que je n'ai pas été trop long, quelle vision est-ce qu'on porte aujourd'hui dans nos interventions à l'échelle européenne? Eh bien, je dirais que ce qu'on privilégie, c'est une vision dynamique, et le conseil qu'on donne aux autorités européennes lorsqu'on en a la possibilité, c'est d'éviter de constituer un cadre dont la rigidité pourrait représenter un frein au développement du secteur. On a bien conscience qu'aujourd'hui, il est très important d'apporter de la visibilité sur les règles à venir, mais en tout cas, probablement le secteur lui-même est en construction, ce qui veut dire que la législation, la régulation aura vocation aussi à évoluer avec le secteur. Voilà un peu les quelques éléments que je pouvais partager du point de vue de la Commission de régulation de l'énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous sommes à 5 minutes près dans les délais. Y a-t-il une ou deux questions à Benoît Hainaut ou pas sur ces aspects évoqués de la Creux? Eh bien écoutez, nous allons marquer enfin une pause déjeuner. Nous reprendrons nos travaux à 14h précisément et nous envisagerons cet après-midi l'aspect de la souveraineté de notre pays en matière d'hydrogène. Et puis, en fin de journée, donc à 17h, le président Philippe Boucly nous rendra compte et nous donnera le nom de la ville qui a été choisie pour l'année prochaine, les 10e rencontres. Bon appétit et à tout à l'heure à 14h. Merci beaucoup.